Moi, je suis Cédric O'Neill, un des cofondateurs de l'entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on était basé en France, on est toujours basé en France, et le premier marché à l'international qu'on a développé, ça a été la Chine. Et la Chine, pourquoi? Parce qu'on a développé un partenariat avec une entreprise justement qui subventionne cette présentation, l'entreprise Azoya. Et donc, l'idée, c'est pas de parler du marché chinois qui, je pense, est acquis pour tout le monde, est un gros marché dans le monde. L'idée, c'est plutôt vous faire un retour d'expérience assez transparent de notre expérience et de notre arrivée sur le marché chinois. Et je vais essayer de faire assez court pour vous laisser la possibilité de poser des questions et essayer de comprendre comment vous aussi, vous pouvez vous développer en Chine. Donc une phase de présentation, il y aura quand même quelques slides sur le marché chinois pour que vous ayez des paillettes plein les yeux. Vous expliquer finalement quels sont les savoir-faire et compétences nécessaires pour aller sur le marché chinois. Et ensuite, pourquoi moi, en tout cas, je vous conseille de trouver un partenaire et quel type de partenaire est intéressant pour pénétrer le marché. Donc on fera notamment un spotlight justement sur la société Azoya et ce qu'ils nous ont proposé, nous, dans notre développement. Donc 1001 pharmacies, en quelques chiffres, c'est une marketplace de produits de santé, beauté et bien-être. Donc ça a été lancé il y a un peu plus de 3 ans, en octobre 2012. Et on travaille avec un réseau de pharmacies françaises qui vendent directement leurs produits sur notre site internet. Donc c'est un peu plus de 30 000 produits à la vente sur le site. Et vous en avez peut-être entendu parler récemment parce qu'on a annoncé une levée de fonds d'un peu plus de 8 millions d'euros en début d'été, donc en juillet, justement pour se développer à l'international, mais cette fois-ci de manière plus limitrophe en Europe. Ça, c'est le site chinois, 1001 pharmacies version chinoise. Donc ça a été lancé en mai 2015 exactement. Donc le titre de la conférence était un peu racoleur, en 60 jours. Pour être tout à fait honnête, ça nous a pris un peu plus de 60 jours. Mais de mémoire, on a vraiment lancé ça, la construction du site, en janvier 2015. Je pense que comme on était un des premiers à travailler avec Azoya, maintenant ils ont des process qui sont plus rodés et ça peut aller beaucoup plus vite. Le site internet qui a été complètement traduit en chinois, les visuels également. Actuellement, il y a 1300 produits qui sont vendus sur le site chinois, quand on en a 30 000 en France. Donc progressivement, on rajoute des produits à la vente sur le site chinois. Il y a un compte WeChat et Weibo, qui sont les pendants de Facebook et Twitter en Chine. Et ce qui a été aussi un peu compliqué à mettre en place, et maintenant c'est complètement rodé, c'est ce système de vente cross-border, donc faire en sorte que les commandes qui sont expédiées depuis la France partent de la manière la plus efficiente vers la Chine, avec automatisation des douanes et finalement une logistique optimisée. Donc si on parle un peu du marché chinois, un marché assez gros, 400 milliards de dollars US. Le plus important, en fait, c'est qu'en 2014, il y avait 10% du marché chinois qui avait shifté sur Internet, et qu'en 2018, il y aura 20% du marché chinois qui sera online. Donc on imagine bien tout le potentiel qu'il y a à partir en Chine, et que finalement, il y a une place au premier entrant. Ce qui est vrai sur tout secteur Internet. Donc, j'encourage tout le monde à regarder le marché chinois. Moi, ce qui m'intéresse plus spécifiquement, en fait, c'est le overseas shopping online. Finalement, quelle est la part du e-commerce qui se fait vers des sites étrangers ou qui se fait par des consommateurs chinois qui vont à l'étranger pour acheter. On se rend compte que si on regarde tous les marchés confondus, B2B, B2C et C2C, finalement, il y a une grosse augmentation des Chinois qui achètent sur des sites étrangers. Mais ce qui est considérable, c'est le graphique bleu, c'est qu'en 2014,
on se rend compte que ce n'est pas le B2B qui a drivé et qui a poussé le marché, ça a vraiment été les consommateurs chinois, consommateurs individuels, qui va de plus en plus sur des sites étrangers pour acheter des produits européens, américains ou australiens. Et donc on va essayer d'expliquer quelles sont les raisons qui poussent les Chinois à acheter sur des sites étrangers. Pour présenter encore quelques chiffres qui donnent le tournis, les Chinois, c'est 100 millions de touristes par an, un peu plus de 160 milliards qui sont dépensés sur des sites étrangers ou à l'étranger. Et sur les transactions online, ça représente 50 milliards. 50 milliards, et on voit que c'est essentiellement drivé par tout ce qui est marché du luxe, à 76%. Et dans le marché du luxe, il y a le vêtement, mais il y a beaucoup la cosmétique et la puériculture qui sont des produits de luxe pour les Chinois. Alors, quel est le profil type de l'acheteur chinois? Donc ça, c'est des données recueillies par Alibaba. Ce qui est intéressant de constater, c'est que on ne retrouve pas le profil type de l'Européen. Alors, je ne connais pas exactement le profil type d'un acheteur en Europe, mais en tout cas, je connais exactement le profil type d'un acheteur sur 1001 pharmacies. On a à peu près la même proportion sur 1001 pharmacies de femmes acheteuses en Europe. On est à peu près à 70%. Là, on voit qu'il y a 66% de consommatrices qui achètent sur des sites étrangers depuis la Chine. Mais ce qui est surtout intéressant de constater, c'est que quand on regarde leur statut, c'est essentiellement des femmes avec des enfants qui achètent. C'est-à-dire que quand j'ai un enfant et que je suis chinoise, je vais commencer à regarder les sites étrangers qui vont me vendre des produits. C'est essentiellement vrai sur la cosmétique et les produits de santé. Et ça vient du fait que je veux être sûr quand j'achète un produit pour mon enfant qu'il est de qualité, et donc je veux m'assurer de la provenance. Donc je vais me tourner vers des sites étrangers, vers des pharmacies en ligne françaises, allemandes, qui vont me garantir que le lait pour enfants que j'achète, il n'est pas frelaté. L'âge, 28 ans de moyenne d'âge, c'est assez jeune, hein. On n'est pas en train de parler des silver surfers comme en Europe. Et de ce que nous, on voit sur 1001 pharmacies en France, on est plutôt sur de la moyenne d'âge 35-40 ans pour l'achat de ces produits. Donc c'est très jeune. Le niveau de revenus, 7000 yuan, c'est assez important pour un Chinois. Donc en fait, ce n'est pas encore accessible à la classe, c'est la classe moyenne, mais ce n'est pas encore accessible à tout le monde. Donc les revenus des consommateurs chinois sont plus importants. En tout cas, ceux qui achètent ont des revenus plus importants. Et enfin, le panier moyen qui est de 80 $, ce qui n'est pas particulièrement élevé. Nous, ce qu'on voit en tout cas sur 1001 pharmacies version chinoise, c'est qu'on est plutôt au niveau des 120-150 € de panier moyen. Pourquoi? Parce qu'il y a des coûts logistiques de 20 à 30 €. Et donc, il faut que le consommateur chinois les rentabilise quand il fait un achat. Donc, j'en parlais un peu avant. Finalement, quelles sont les raisons pour ces clients d'acheter sur Internet? Nous, ce qu'on remarque, c'est essentiellement la qualité et la provenance des produits qui drivent l'achat. Le lait pour enfants se vend très bien, les produits de puériculture se vendent très bien, tout ce qui va être produit anti-rides. Pourquoi? Parce que je veux éviter de tomber sur des contrefaçons vendues sur les marketplaces chinoises. Et donc, je vais m'orienter vers des sites qui me garantissent qu'il y a une pharmacie de confiance derrière. On a aussi le côté discount, moins cher. C'est aussi vrai sur le marché de la beauté. Quand vous prenez les grosses marques de cosmétiques françaises, Nux, Caudalie, La Roche-Posay, Vichy, et que vous regardez leur prix français et que vous regardez leur prix en Chine, ils ont fait x2, x3 quand ils se retrouvent sur le marché chinois, parce qu'il y a eu des intermédiaires, parce qu'il y a eu de la logistique, il y a eu un distributeur en Chine, puis un retailer qui ont pris des coms et qui ont fait monter le prix du produit. Donc beaucoup de Chinois s'orientent vers des sites internet français pour aussi faire des économies de prix et s'éviter cette chaîne d'intermédiaires qui augmente naturellement le prix des produits.
Et la préférence de marque et la rareté des produits rentrent aussi en jeu de manière assez importante. Finalement, préférence de marque, hein, les Chinois qui ont l'habitude d'acheter quand ils viennent en France leurs produits Vichy, La Roche-Posay et qui ne les retrouvent pas en Chine, vont essayer d'aller sur des sites français qui vont leur permettre de les acheter. Et la préférence de marque se voit assez bien parce que ce qu'on a constaté aussi sur 1001 pharmacies Chine, c'est que si on ne vend pas des produits de marque, les produits ne se vendent pas. Ou alors, il faut vraiment faire de la pédagogie et expliquer que le produit est de très bonne qualité et peu cher par rapport au prix français. Mais si les consommateurs chinois ne connaissent pas le produit ou ne connaissent pas la marque, on ne va pas réussir à le vendre en Chine. Donc ça, c'est particulièrement vrai. Donc quels sont les produits vendus? J'en ai déjà un peu parlé, mais on voit qu'il y a une vraie dichotomie entre le marché chinois et les Chinois qui achètent vers l'étranger. Par exemple, la beauté qui représente que 5% des achats intra-Chine, ça représente 31% des achats qui sont effectués à l'étranger. Donc pour les raisons qu'on a évoquées, mais on voit vraiment ce gap où les Chinois s'orientent vers les sites étrangers pour acheter cette typologie de produits. Donc c'est vrai pour tout ce qui est beauté cosmétique, c'est vrai pour la puériculture, donc tout ce qui concerne les produits pour bébés, et ça va être vrai pour tout ce qui concerne l'épicerie fine, le food, avec finalement la culture française, la culture allemande et tous les produits qu'on va retrouver dans ces différents pays qui ne sont pas forcément vendus directement en Chine. On a parlé de notoriété de marque, finalement, qui pousse les Chinois à acheter les produits sur des sites étrangers. C'est particulièrement vrai parce que, finalement, il y a une culture qui est complètement différente du bouche à oreille et finalement du lien social. Si on regarde ce tableau, on se rend compte que le search ou le payant, que ce soit média ou que ce soit publicité online, pèse très peu dans les intentions d'achat des consommateurs chinois pour les produits. Ce qui va amener vraiment de la crédibilité et pousser à l'achat en Chine, ça va être tout ce qui concerne le social shopping marketplace. Donc finalement, c'est des avis sur une expérience d'achat, des avis sur un site internet qui vont crédibiliser et emmener le consommateur chinois à passer à l'acte. Et le bouche à oreille par des amis, par des connaissances, qui comptent dans 25% des intentions, qui vont pousser dans 25% des cas à un achat d'un consommateur chinois. Idem pour les médias sociaux, 13% des achats se font suite à de la communication sur les médias sociaux. On est quand même loin des chiffres qu'on peut retrouver, en tout cas sur le marché français. Marché français, vous avez le search qui vaut pour quasiment 50%, et après il va y avoir du payant qui va peser dans 30 à 40% de la balance. Les réseaux sociaux ne sont vraiment pas développés à ce point-là. Donc comment les Chinois achètent sur des sites étrangers? Jusqu'à présent, ça se faisait via les marketplaces, les grosses marketplaces chinoises, que ce soit par exemple Tmall. Tmall est un gros site e-commerce chinois, et Tmall a développé sur son site e-commerce finalement une partie de son site est dédiée au commerce et à l'achat de produits sur des sites étrangers chinois. Et bien souvent, c'est du C2C, c'est-à-dire que c'est un consommateur chinois qui se rend dans une pharmacie française, qui va dévaliser la pharmacie, ça se voit beaucoup à Paris, et qui va ramener ou expédier ses produits directement en Chine, qui vont être réintroduits dans le système, dans la commercialisation sur Tmall. On a ça aussi sur Taobao ou sur Alibaba, c'est-à-dire des personnes individuelles qui achètent en grosse quantité dans les pays et qui vont les revendre. La problématique, c'est qu'on ne sait pas ce qui est vrai de ce qui est faux, et il y a beaucoup de problèmes de contrefaçon sur ce modèle-là. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une
troisième catégorie de sites qui est en train de se développer. Finalement, c'est le développement d'un site chinois lié à un vrai site internet étranger, donc ce qu'on a fait et ce qui est en train de prendre de plus en plus de poids sur le marché chinois et auprès des consommateurs chinois. C'est ma faute. Là, je vais passer assez rapidement parce que ça paraît du bon sens, mais finalement, je ne connaissais rien du tout au marché chinois. Mon équipe marketing ne connaissait rien du tout au marché chinois. Et finalement, il y a quand même des compétences et des savoir-faire qui sont indéniables et qui nécessitent d'être mis en place parce que, comme on l'a vu, les clients ne sont pas les mêmes. On connaît peu de leur culture. Et donc, construire le site internet qui s'adapte à une navigation chinoise, ben, c'est un savoir-faire. Encaisser le paiement en yuan, c'est un savoir-faire, ou en tout cas, il faut trouver les bons partenaires en Chine pour pouvoir le faire. Tout ce qui va être marketing, service client, nécessite des équipes qui sont dédiées et qui vont être sur place. Il y a une notion de réactivité assez importante en Chine. Je ne sais plus le nom de l'application, mais en tout cas, mes Adzoya, nos partenaires chinois, me pingent souvent avec une application qui ressemble à Facebook, et ils sont beaucoup plus dans l'instantanéité, c'est-à-dire que si je ne leur réponds pas tout de suite, ça va mal se passer. Nous, on s'envoie des mails et si on met 2 jours pour répondre, il n'y a pas de problème. Les clients chinois sont dans le même processus, c'est-à-dire que si j'ai un problème avec ma commande, il faut vraiment que dans la minute, on m'ait résolu le problème et on m'ait répondu. Donc ça nécessite toute une chaîne de valeur pour pouvoir traiter derrière le client. Alors si on rentre dans le concret, comment ça se passe quand un client chinois commande sur 1001 pharmacies version Chine? On a mis en place 2 façons de travailler en termes de logistique. Vous avez le client chinois qui se rend sur 1001 pharmacies, qui passe sa commande. On va traiter la commande à partir d'une de nos pharmacies partenaires, donc à partir de produits qui proviennent d'une pharmacie française et à partir du stock de la pharmacie. Et on l'envoie à une plateforme logistique qui actuellement est basée à Lille et qui va centraliser tous ces colis. Donc on est vraiment sur du client particulier, c'est-à-dire qu'on fait des commandes qui font 100, 150 €, on n'expédie pas de la palette. Donc on traite tous ces colis de manière individuelle, on les expédie à Lille. Et une fois qu'ils sont à Lille, ça part, là cette fois-ci, par petits colis individuels sur palette directement en Chine. Et c'est arrivé en Chine qui sont redispatchés dans le système postal et qui vont être redistribués en Chine directement aux clients. Donc ce système-là, c'est 6 à 15 jours pour que le client chinois qui a passé sa commande reçoive son colis. On a mis en place un deuxième système logistique qui, là, ne concerne que peu de références, mais qui permet d'accélérer les délais. Donc on est plutôt de 5 à 10 jours pour que le client chinois reçoive son colis. Et en fait, comment ça se passe? C'est que dans ce système-là, on met en dépôt une partie des produits, ceux qui se vendent le mieux, directement à la centrale logistique. Donc si on reprend l'exemple de la centrale logistique de Lille, la centrale logistique de Lille a stocké en dépôt les produits qui se vendent le plus et donc elle est capable de les envoyer directement aux clients chinois sans avoir à faire cet intermédiaire pharmacie, centrale logistique, comme on le fait actuellement. Par contre, ça ne concerne que les meilleures ventes et ça ne concerne qu'un nombre limité de références. Si demain on décide de vendre 30 000 produits en Chine, les stocker dans une centrale logistique va demander un investissement supplémentaire, quand actuellement, finalement, ils restent en dépôt dans la pharmacie et donc on n'a pas besoin de les stocker et de dédier ce stock à la vente en Chine. Donc ça permet d'augmenter la rapidité de traitement des commandes, mais si on ne veut pas faire flamber les coûts, il faut que ça reste limité en nombre de références. Pardon. Au niveau de la génération de contenu, les Chinois sont plutôt bons pour générer du contenu et animer tout ce qui est communauté Weibo, WeChat.
là, par exemple, c'est la génération de contenu. Donc, ils ont repris nos 1300 premières références qu'on a mis à la vente. Là, c'était nos fiches produits françaises avec description, conseils d'utilisation, composition. Et donc, ils ont traduit tout en chinois. Donc, je ne suis pas capable de vous dire si c'est bien traduit, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été super rapide, parce qu'en quasiment un mois, on avait 1300 fiches produits qui étaient traduites et qui étaient dispo à la vente. Et donc ça, c'est l'équipe marketing qui est dédiée en Chine, qui régulièrement fait des animations sur certains produits pour susciter les ventes. Une chose intéressante, parce que je voyais un laboratoire Bioderma qui était affiché, on a eu des laboratoires qui étaient assez contraires en fonction des laboratoires. Il y a des laboratoires qui ont déjà leur système de distribution bien installé et qui nous ont tout de suite appelés en nous disant non, non, Cédric, je ne veux pas voir mes produits retrouvés en Chine, tu ne commercialises pas mes produits en Chine. Parce qu'on a des distributeurs qui nous payent une licence, on a un réseau qui est déjà installé et on ne veut pas que ça aille contre notre réseau de distribution. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a d'autres laboratoires, bien souvent de taille un peu intermédiaire, un peu plus petite, qui, eux, nous ont appelés pour nous dire on ne sait pas faire, on sait qu'il y a un marché énorme pour la cosmétique, on sait qu'on a des clients chinois qui nous achètent des produits quand ils viennent en Chine, mais on ne sait pas vendre en Chine. Est-ce qu'on peut vendre via ta plateforme pour avoir nos produits retrouvés sur le marché chinois? Donc c'est intéressant, ces dualités dans les approches des laboratoires. Certains qui veulent y aller, d'autres qui préfèrent freiner ou qui préfèrent faire différemment. Je vous parlais de WeChat et Weibo. Donc 70 millions d'utilisateurs pour WeChat et 600 pour Weibo. Ce que je disais, c'est que c'est incontournable en fait ces applications mobiles quand on veut aller en Chine, parce que sur WeChat par exemple, il y a le paiement intégré, donc il y en a beaucoup qui passent commande directement par ces applications, et surtout les clients chinois achètent 10 fois plus sur les réseaux sociaux que ce qu'on peut le faire en Europe. Donc si vous voulez vraiment pénétrer le marché, il faut vraiment utiliser les moyens marketing locaux. Ça, par exemple, c'est l'équipe marketing Chine qui régulièrement anime, tous les jours, anime la page WeChat avec du contenu, des jeux concours, des questionnaires, pour faire en sorte que ça soit vivant et pour amener de la crédibilité et de la confiance aux consommateurs chinois. Et ça marche parce que rapidement, on a eu des blogueurs qui ont reçu des produits et qui ont écrit des articles très longs pour dire que ça s'était bien passé, que 1001 pharmacie était de confiance, qu'ils recommandaient la chose. Et j'ai encore du mal à expliquer, mais il y a des jours où on va avoir un pic et on monte à 2000 commandes dans la journée, et il y a des jours où on est à 50 commandes jour. Des fois, ça va concerner une typologie de produit en particulier. Le lendemain, ça n'aura rien à voir. Donc c'est assez imprévisible. D'ailleurs, c'est assez déstabilisant pour nous, Européens, qui aimons bien planifier, savoir quel produit on va vendre demain et quel produit on va vendre dans le futur. Mais bon, en tout cas, ça a l'avantage de fonctionner. Donc, juste pour récapituler, c'est sûr, moi je ne serais pas allé en Chine si je n'avais pas rencontré la société Azoya, pour différentes raisons, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on était trop occupé à développer la France et qu'on continue de développer la France. Donc ça demande de vraies ressources. Et surtout, l'avantage qu'on a eu, c'est que c'est à la performance. C'est-à-dire qu'on a déboursé 0 centime pour ce développement chinois, et maintenant on paye si on a des ventes. Donc comme une marketplace classique, si je décide de vendre par exemple sur Amazon France, ben là c'est à peu près le même principe. Plus j'ai de chiffre d'affaires, ben, plus je paye. C'est une commission sur vente qui me permet finalement de rapidement me développer en Chine, de développer mon image de marque sans prendre de risques. On n'a pas parlé de tout ce qui était government policy, donc tout ce qui est règles de droit en Chine. J'en sais pas plus que vous, mais ça me paraît très compliqué. Pour créer une filiale là-bas, il faut qu'elle soit détenue à hauteur de 50% par un partenaire chinois. Donc pour éviter toutes ces complications, dans un premier temps, ça nous paraissait assez simple de faire avec un partenaire.
Donc Adzoya a mis en place 3 solutions. On en utilise 2 d'entre elles. Le CECS, donc, qui est le développement de 1001 pharmacies Chine, donc 1001pharmacies.cn. Je duplique le site internet français en Chine. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est iTunesoon.com. iTunesoon, en fait, c'est un portail qu'ils ont mis en place, un portail qui est de génération de contenu, qui permet de faire la promotion des différents sites marchands avec lesquels ils travaillent. Donc, si vous allez sur iTunesoon, vous allez voir la liste des pharmacies en ligne européennes avec lesquelles ils travaillent, des sites de mode, de textile avec lesquels ils travaillent, et ça leur permet de, eux, générer du contenu, communiquer sur ces sites internet et les renvoyer ensuite vers le modèle CECS de chacun de ses partenaires. La troisième solution qu'on n'utilise pas actuellement, c'est le cross-border O2O. Ça permet à un voyageur chinois qui rentre dans une boutique et qui voit par exemple un produit Bioderma, on a vu qu'il y avait une affiche Bioderma tout à l'heure, plutôt que de l'acheter directement dans le magasin et de s'encombrer avec le produit, elle va pouvoir le flasher, l'acheter dans la boutique, mais le produit lui sera directement envoyé en Chine et en fait elle n'aura pas à le passer en douane ni à le prendre dans sa valise lorsqu'elle rentrera en avion. Donc c'est particulièrement intéressant pour les retailers. Mais bon, comme on travaille avec des pharmacies qui sont des indépendants, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place pour le moment. Donc les avantages, je pense que j'en ai largement parlé. Finalement, aucun risque, la rapidité d'exécution. Ça a pris un peu plus de 2 mois, mais je pense que si vous les pressez, ils vont se dépêcher et faire ça sous 2 mois. C'est un modèle qui commence à être éprouvé parce que moi j'ai décidé de travailler avec Adzoya, mais on a été approché par différentes autres sociétés qui proposent le même modèle de développement en Chine. Donc c'est qu'il y a vraiment un momentum et en tout cas une appétence des Chinois pour ces produits-là. Et ensuite, meilleur des conforts, c'est que là, il y a no change au business, c'est-à-dire que moi, je continue à gérer mon business en France. On a dédié 2 personnes qui s'occupent de l'activité, une personne vraiment dédiée à la logistique qui va faire des cartons et qui s'en occupe, une personne qui est là pour faire l'interface avec l'équipe marketing en Chine. Mais à part ces 2 personnes, on est 40, nous, basés à Montpellier. Sur les 40, il n'y a aucune personne qui est en charge de gérer le business en Chine. Donc c'est assez souple. Merci. Ça serait intéressant qu'il y ait des questions parce que je pense qu'il y a plein de points que je n'ai pas évoqués qui me paraissent maintenant logiques et normales. Et si on peut creuser un peu le modèle ensemble. Oui. Bonjour. J'avais une question sur, vous n'êtes pas présent sur Tmall. Pourquoi est-ce que Tmall vous demande une exclusivité? Je ne sais pas. Tmall, j'aurais dû faire la démarche pour aller vendre mes produits sur Tmall. J'aurais sûrement payé un gros upfront et en plus une commission. Nous, encore une fois, on n'a pas fait la démarche de vouloir aller sur le marché chinois. Quand Adzoya nous a rencontrés, ils nous ont dit « vous inquiétez pas, on s'occupe de tout et en plus c'est gratuit ». Donc ma démarche, ce n'était pas de multiplier les places de marché en Chine, même si peut-être que Tmall, Taobao pourraient développer mieux, en tout cas nous amener plus de volume. Je ne sais pas, je n'ai pas testé, mais en tout cas ils ont une certaine taille. Mais donc on n'a pas essayé Tmall, on en a déjà discuté avec Adzoya qui peuvent aussi développer notre présence sur Tmall et s'occuper de gérer ces différentes places de marché pour tout centraliser et éviter d'avoir 10 acteurs. Par contre, ce que je sais, c'est que Tmall, il demande un upfront. Ça va être 50 000 euros, 100 000 euros juste pour créer sa boutique sur Tmall. Et
j'ai pas les marges suffisantes pour le rentabiliser assez rapidement, c'est quand même un risque. Aujourd'hui, moi j'habite en Chine depuis 23 ans. Oui. Tmall est à la recherche de marques et de prestataires très sérieux. Ils font beaucoup d'offres, donc à mon avis vous êtes dans une position de négociation forte. Et Tmall par rapport à Taobao, c'est pas du tout la même chose, même si c'est le même acteur. Tmall, il n'y a jamais de contrefaçon puisque c'est par principe des marques qui elles-mêmes vendent, des marques, des places de marché qui elles-mêmes vendent sur une autre grosse place de marché qui est Tmall. Alors que Taobao, c'est effectivement des individuels ou des gens dont on ne connaît pas la provenance. Et à part Tmall, il y a une grosse haute place de marché qui est JD.com. Oui. Alors, j'ai peut-être pas insisté sur ce point-là, mais les produits de cosmétiques et de santé sont des produits de distribution sélective. Donc les laboratoires définissent leur propre distribution. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes avec certains laboratoires qui, pour les citer, hein, il y en a beaucoup, hein, Nux, Caudalie, tous les produits Aven, La Roche-Posay, Vichy, tous ces sites-là, en fait, toutes ces grosses marques ne veulent pas voir leurs produits retrouvés à la vente en Chine. Et donc, finalement, nous, on est un distributeur, c'est-à-dire qu'on est multimarque. Et je ne vais pas pouvoir aller dealer pour le nom de ces différents laboratoires qui, après, ne vont pas m'ouvrir les vannes pour avoir les produits en stock et pour pouvoir les commercialiser en Chine. Donc, on va être sur de la marque plus confidentielle, qui se vend bien en Chine. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail de pédagogie et d'éducation à faire avec le consommateur chinois. On n'a pas été contacté par Tmall, peut-être que demain, on y réfléchira. Bonjour, je me présente Li Bing, je travaille pour la banque ICBC. Donc je vais répondre peut-être à la question en fait pourquoi il y a beaucoup de plateformes en Chine et puis nous en fait vous savez Tmall et Jingdong, donc ce sont les plus gros plateformes en Chine. Et la banque ICBC a créé notre plateforme aussi également. Donc nous sommes classés au numéro 3 en Chine par rapport aux chiffres d'affaires jusqu'au fin mai 2015 en fait. Et nous avons une succursale à Paris. Nous aidons en fait toutes les entreprises françaises qui souhaitent exporter vers la Chine. Et je pense que je vous parlerai tout à l'heure plus de détails. Hier, j'ai déjà rencontré M. Zhao de Azoya hier. Éventuellement, moi je pense qu'il y a sur le marché chinois, il y a tellement de contrefaçons, quel que soit sur les grandes plateformes ou les petites. Donc les marques françaises, ils souhaitent protéger déjà leurs marques pour assurer qu'il n'y a pas de contrefaçon sur le marché et comment dire, rassurer la qualité de leur image. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui vous aident de exporter directement en fait de votre entrepôt en France vers la Chine, en sachant qu'il y a des zones franches actuellement en Chine. Il y en a 7, donc qui vous permettra de ne pas payer des impôts à l'entrée comment dire, telle entrée de la Chine, et vous paierez que à la vente. Il y aura une petite commission donc, qui est beaucoup moins inférieure que les taxes d'exploitation habituelles. Et ça vous permettra de baisser énormément des coûts de revient. D'accord. Et en sachant que vous avez en fait, comme vous parlez tout à l'heure, par exemple les plateformes Tmall, ça vous coûtera des fortunes. Il demandera en fait, il y a 3 catégories de commissions, c'est-à-dire les frais d'hébergement, les frais sur les transactions et les frais de marketing. Donc du coup, normalement, il faut compter à peu près entre 8 et 15% sur les chiffres d'affaires. D'accord, merci. Voilà. Ce qui dit est vrai, c'est-à-dire que la façon dont on travaille en termes de logistique, c'est que je parlais d'une centrale logistique à Lille, on expédie les produits à Shanghai, dans une zone franche, qui nous permet finalement de se libérer de ces coûts de douane et donc de faire des économies au niveau de tout ce qui concerne douane et logistique. Et
par exemple, en fait, quand vous livrez les produits, je sais, par exemple, dans les produits, le menu des produits domestiques et pharmaceutiques, vous avez des quotas peut-être par rapport à la demande de la clientèle chinoise. Comment vous gérez en fait ces genres de demandes? Comment on gère les quotas? Oui. Jusqu'à présent, on n'a peut-être pas expédié assez de produits, mais on n'a pas eu de quotas. Non, il y a des quotas imposés par les laboratoires, en tout cas sur la vente des produits en France, qui restent des quotas de distribution à des consommateurs et non pas à des entreprises. Donc tant qu'on ne vend pas plus de 50 produits par commande individuelle, on n'est pas considéré dans de la vente à une entreprise. Donc nous, c'est surtout des quotas fixés par les laboratoires français qu'on respecte. Ok, merci. Il y avait des questions? Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant la livraison des produits. Le consommateur chinois, est-ce qu'il doit payer des taxes au moment où il reçoit le produit ou est-ce que c'est payé en amont? Ouais, ça reprend un peu la question qui a été posée sur ces zones franches. Alors, je ne sais pas, il faudrait poser directement la question à Zoya, mais nous, en tout cas, il n'y a pas de taxe qui rentre en jeu. Il n'y a pas de frais de douane parce que les produits arrivent en zone franche. Il y a juste un frais logistique, je le disais, qui va être compris entre 20 et 30 euros en fonction du poids du colis pour la logistique jusqu'au domicile du client. Mais là-dessus, on ne rajoute pas de frais de taxe. D'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que comme ça sort de l'Union européenne, c'est des produits qui sont vendus hors taxe. Mais nous, on les affiche prix TTC France finalement. Donc par rapport à ce qu'on pourrait vendre en France, quand on vend un produit en Chine, il y a une différence de 20% de la TVA qu'on récupère, et donc on gagne mieux notre vie avec cette différence de TVA. Bonjour. 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 Je voudrais savoir comment votre place de marché se positionne dans la vente des pharmacies par rapport aux consommateurs. Je m'explique. Est-ce que vous êtes un simple intermédiaire où vous achetez les produits aux pharmacies françaises et vous les revendez aux consommateurs chinois? Alors, sur le marché français, on est un simple intermédiaire. Donc, c'est assez transparent, hein. Le pharmacien français reste le vendeur de ses produits et vend ses produits directement au consommateur avec lequel on le met en lien via notre marketplace. Sur le marché chinois, comme au début c'était un peu plus compliqué, le temps de se mettre en place, on a acheté, nous, les produits pour les revendre. Mais dans l'idée, on veut avoir le même principe, être juste un intermédiaire et juste faire de la mise en relation. Mais actuellement, pour simplifier les échanges et pour qu'il y ait de l'automatisation qui soit mise en place, on a, le moment venu, on a acheté les produits, donc on les a passés dans notre comptabilité et on les a revendus. Ça s'est fait comme ça. Bonjour. Bonjour. En termes de rétractation et de délai de livraison, est-ce que vous avez des soucis avec les consommateurs chinois? Alors, il n'y a pas de souci en termes de délai de livraison parce que les consommateurs chinois sont au courant du fait qu'ils achètent sur un site étranger et que ça va mettre entre 6 et 15 jours. Non, où on a eu des problématiques, c'est sur la non-communication des délais de livraison. C'était assez dur au début de tracer en fonction des transporteurs qui partaient à Lille et ensuite qui partaient en Chine. C'était assez dur de tracer chaque colis de manière individuelle pour savoir où il se trouvait dans la chaîne de transport. Et donc on n'avait pas d'infos temps réel à faire remonter aux consommateurs chinois. Et donc autant il s'attend à recevoir son colis en 15 jours, il n'y a pas de problème, autant durant ce laps de temps, il veut être informé de où en est ma livraison pendant ces 15 jours. Est-ce qu'il est toujours en France s'il n'est pas parti ou est-ce que dans 2 jours je vais le recevoir? Et pour les retours des colis, comment vous gérez ça alors? Pardon? Les retours des colis. Alors on ne le gère pas, c'est-à-dire que ça nous coûterait plus cher de récupérer le colis et de le renvoyer en Europe. Donc s'il y a un problème de casse
ben, on renvoie le colis et il n'y a pas de problème. Si vraiment le client chinois n'est pas satisfait, on lui offre les produits et on le rembourse. Donc ça arrive rarement, il n'y a pas de, on n'est pas dans de la chaussure avec 30 jours de retour. Les Chinois retournent peu les produits, en tout cas les produits qu'on vend, mais quand il y a le moindre problème, on offre les produits. Une dernière question, bonjour. Bonjour, en fait, c'est deux questions. La première, c'est où est hébergé le site en chinois? Est-ce qu'il est hébergé en Chine? Alors, au début, c'est une très très bonne question. Au début, on l'avait hébergé en France et en fait, ça ne marche pas. Parce que si vous l'hébergez en Chine, il y a les problématiques chinoises de l'hébergement en Chine, mais si vous l'hébergez en France, les Chinois peuvent plus y accéder. La connexion n'est pas forcément optimale. Donc là, il est hébergé en Chine et donc c'est nos partenaires chinois qui sont chargés de s'occuper de l'hébergement. Et la deuxième question, qui s'occupe de vérifier l'autorisation de mise sur le marché chinois des produits pharmaceutiques, cosmétiques? Est-ce que ce sont les labos ou est-ce que c'est votre partenaire? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu qui s'occupe de l'autorisation de mise sur le marché des produits en Chine. On contourne cette problématique parce que les produits sont achetés en France par des clients chinois, mais les produits sont quand même achetés en France, vendus depuis la France et expédiés depuis la France. Donc finalement, ils ne sont pas vendus en Chine. Donc on contourne ce problème de mise sur le marché des produits en Chine. Pour en avoir parlé avec certains laboratoires, un laboratoire qui veut mettre un produit sur le marché chinois et le commercialiser sur le marché chinois, il en a pour 2 ans à peu près de paperasserie et d'aller-retour. Donc non, nous, on ne rentre pas du tout dans cette problématique-là. Les produits sont vendus depuis la France, en France, et sont ensuite expédiés en Chine. L'expédition, si vous voulez, c'est juste un service qu'on leur offre. Mais donc, il n'y a pas de mise sur le marché chinois et finalement, les produits ne passent pas par cette case réglementaire. Une dernière question? Allez, c'était les 2 avant-dernières alors. Bonjour, est-ce que je peux vous demander de vous lever s'il vous plaît? Bonjour. Moi, je voulais savoir, depuis que vous commercialisez en Chine, est-ce que vous avez beaucoup de pharmaciens qui ont rejoint votre site pour exporter des produits qu'ils n'arrivent pas forcément à vendre? Non, depuis qu'on est sur Internet en France, on a beaucoup de pharmaciens qui nous contactent pour commercialiser leurs produits et faire du discount sur le marché France. Mais c'est vrai que la Chine, il y a encore du scepticisme, donc les pharmaciens regardent. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, beaucoup de laboratoires sont contre la distribution de leurs produits en Chine. Donc c'est un peu tabou dans le secteur de la pharmacie. Donc il ne faut pas en parler. Autant ça ne pose pas de problème si j'ai un bus de Chinois ou un bus de Coréens qui rentrent dans ma pharmacie et qui me dévalise. Autant dire que j'envoie des produits en Chine, ça c'est complètement tabou, il ne faut pas en parler. Non, les pharmaciens préfèrent attendre de voir quels sont les retours, voir quelle est la réaction surtout des laboratoires. Mais vivons cachés, vivons heureux. Je suis pharmacien, je vais éviter de dire que je commercialise mes produits en Chine. Okay. Merci Cédric. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon pour d'autres questions? Il y a le stand de Atzoya qui est juste derrière à 2 pas, donc je vais y rester 1 heure, 2 heures. Donc n'hésitez pas à venir voir Atzoya et à me poser vos questions. Merci. Merci à vous. Voilà, on prend 3 minutes, le temps d'installer la prochaine conférence.